Bonjour, avec un petit peu de retard tout de même, voici donc le compte-rendu de la 7e séance du scénario pour l'appel de Cthulhu intitulé Au-delà des limites, issu du supplément Les secrets de San Francisco que je maîtrise donc. Alors, depuis le blog ou par les vidéos, vous trouverez des éléments préparatoires, contexte et personnages joueurs, et donc les 6 séances précédentes également. Tous les joueurs étaient présents, qui incarnaient donc Bobby Traven, le détective privé, Eunice Bessler, l'actrice, Gordon Gore, le dilettante, Trevor Pierce, le journaliste d'investigation, Veronica Sutton, la psychiatre, et Zheng Zhu, le domestique. Alors, avant de commencer, une petite note concernant les règles, un truc tout con. Avant cette séance, je suivais les prescriptions du scénario, qui était pour la 6e édition de l'Appel de Cthulhu, et je diminuais progressivement les scores liés à la perception des personnages affectés par la noire démence. C'est un système un peu lourd, pas très pratique à gérer sur le vif, et a fortiori quand se pose la question de la perception différente de deux mondes. De simples malus fluctuants auraient pu y remédier, mais la V7 offre une solution beaucoup plus simple pour gérer tout cela avec ses jets à -1 et -2 selon les circonstances. Ça me paraît convenir davantage à tout point de vue et c'est donc désormais cette méthode que j'emploie. Enfin, une autre petite précision avant de commencer, c'est toujours à propos de la noire démence en fait. Le joueur incarnant Bobby Traven avait été absent à plusieurs reprises dans les dernières séances. Du coup, il m'a paru plus simple et cohérent de considérer le détective privé comme ayant été contaminé lui aussi, ce qui permet d'expliquer autrement ses absences. De toute façon, honnêtement, la contamination, je l'ai gérée par les dés, ça avait été très limite le concernant, donc je me rassure un petit peu comme ça. Allez, c'est parti. Vendredi 6 septembre 1929, 10h, American Union Bank, 105 Montgomery Street, Financial District, San Francisco. Gordon Gore et Zheng Zhu avaient fait un bout de chemin avec Veronica Sutton et Trevor Pierce, lesquels se rendaient à l'Embarcadero pour y retrouver Harold Colbert et se rendre ensemble à la collection Zébulon Phare. Gordon et son domestique, eux, devaient se rendre à l'American Union Bank dans Financial District pour remettre à Daniel Fairbanks, le secrétaire de Timothy Whitman, les documents compromettants concernant sa fille Clarisse. Après quoi, le dilettante comptait faire de même concernant les autres victimes du chantage qu'il avait pu identifier, les parents de Bridget Reese et de Lucy Farnsworth. Gordon ne s'attarde pas auprès du secrétaire de Timothy Whitman, il fait ce qu'il a à faire, courtoisement, et quitte aussitôt les lieux. En effet, Gordon Gore a d'autres préoccupations en tête, bien plus pressantes. L'état de Zheng Zhu qui se dégrade à vue d'œil. À l'évidence, le domestique est de plus en plus affecté par la noire démence. L'aggravation de son état s'accélère. Le trajet dans les rues de San Francisco suffit à en prendre conscience. Zheng Zhu vit presque totalement dans un autre monde maintenant, ne percevant presque plus rien de celui-ci, ce qui rend son comportement très étrange. Communiquer est de plus en plus difficile, mais à l'occasion, le dilettante parvient encore à capter l'attention de son domestique, l'enjoignant à lui parler, sans cesse, à lui dire ce qu'il voit. Zheng Zhu ne prétend plus que tout va bien, il sait que ça ne rimerait plus à rien. Autour de lui, le monde se mue toujours un peu plus en une grisaille terne et floue, aux formes diluées dans une masse brumeuse de sphères en mouvement, une sensation très déconcertante et tout aussi inquiétante. Tout semble se fondre dans ce décor morbidement indéterminé, y compris Gordon Gore lui-même. Son interlocuteur n'est plus guère qu'une ombre indécise dont les paroles sont atténuées jusqu'à devenir presque inaudibles. Il n'y a qu'une seule exception. Zheng Zhu confirme qu'il percevait Trevor Pierce tout à fait normalement. Mais de manière générale, le si stoïque domestique ne cache pas être effrayé par ces phénomènes étranges, tout en assurant son employeur qu'il fera tout son possible pour l'aider, lui. Il ne veut pas être un poids pour le dilettante, qu'il assure qu'il ne le sera jamais. Le souci de Gordon n'est pas fin, mais il croit aussi que la perception altérée de Zheng Zhu pourrait être mise à profit pour comprendre ce qu'il en est de cet autre monde, et ainsi trouver comment ramener le domestique dans le vrai monde. Et il compte bien tout faire pour guérir son vieil ami. Gordon Gore est donc très inquiet, et il expédie les visites aux Reese et aux Farnsworth, même si la confirmation de la part d'Arnold Farnsworth de ce que sa fille Lucy sera rapatriée dans la journée du Napa State Hospital. Bien loin de signifier la fin de l'enquête, ces remises en main propre des documents compromettants s'apparentent pour le dilettante à de pénibles formalités au milieu de problèmes bien autrement pressants. Du jeudi 5 dans l'après-midi au vendredi 6 septembre 1929 dans la journée, quartier de Mission District et du Tenderloin, San Francisco. Je reprends ici les affaires avec Bobby Traven. Comme il a été absent à plusieurs reprises et en termes de jeu, que la noire démence l'a affecté très brutalement, avec un jet de santé mentale très sévère, son état se dégradant à très grande vitesse, j'ai considéré que le personnage était littéralement dans le flou quant à son emploi du temps la veille au moins. À vue de nez depuis son retour de Berkeley dans l'après-midi, son comportement à l'université avait déjà déconcerté ses camarades Veronica Sutton et même Trevor Pierce.
et le jour même, du coup. Géographiquement, il en va plus ou moins de même. Cependant, le détective, qui connaît San Francisco comme sa poche, parvient encore suffisamment à se repérer pour se déplacer seul dans la ville. Essentiellement ici dans les quartiers populaires de Mission District où il réside, son appartement étant en même temps son agence, et du Tenderloin où il a ses habitudes et où la présente enquête l'a conduit à plusieurs reprises. Au plan psychologique, par nature, Bobby est globalement dans le déni, mais pas au point de s'aveugler totalement, et il essaye, à sa manière plus ou moins avouée, de reprendre les choses en main. La bizarrerie de ce qui se produit autour de lui incite Bobby Traven en réaction à adopter un comportement pratique et à se prémunir contre toute menace. Son arme ayant été confisquée par la police suite à l'altercation au Petit Prince, le détective fait jouer ses contacts dans le Tenderloin pour se procurer un nouvel automatique 45. Trouver un revendeur ne lui pose pas de difficulté particulière, Fatty George Hopkins a ce qu'il lui faut comme toujours, mais le détective n'est pas en état de négocier un bon prix. Qu'importe, il a une arme. Mais surtout, Bobby Traven constate que le Tenderloin a l'air un peu plus stable à ses yeux que Mission District et tous les endroits qu'il a traversés tant bien que mal pour parvenir dans le quartier des restaurants français. Les soucis de perception demeurent, mais Bobby a l'impression de mieux percevoir certaines choses, qui ressortent du coup sur le fond gris plus ou moins uniforme. Et le détective comprend plus ou moins ce qui se produit. Réussite extrême sur un jet d'intelligence. Cette impression de relative stabilité ici tient à ce qu'il se trouve dans ce quartier des choses, des bâtiments, des objets, des gens, qui sont à la fois dans les deux mondes où il erre. Car c'est bien ce qu'il fait d'une certaine manière, même s'il ne saurait pas forcément trouver les mots pour le dire. Or, ceci, il ne l'a constaté nulle part ailleurs, c'est propre au Tenderloin. Son regard est ainsi attiré par quelque chose qu'il aurait trouvé très anecdotique en toute autre circonstance, un vol de moineaux. Les oiseaux se dessinent très clairement sur le fond grisâtre du ciel, lequel est à vrai dire à peine discernable du sol. Mais d'un seul coup, les moineaux s'arrêtent et tombent brutalement par terre. Or, la vision de Bobby fluctue. Il voyait les oiseaux voler dans le vide, mais au moment du choc, le détective a vu qu'il se trouvait en fait ici, dans le vrai San Francisco, un immeuble qui était invisible dans le monde gris. Les oiseaux se sont écrasés contre une façade qui se trouvait là, mais qu'il ne voyait pas plus que lui, sinon par intermittence. Bobby cherche à repérer si d'autres que lui sur place ont vu ce phénomène, mais ça ne semble pas être le cas. Il approche de l'immeuble en question, qui clignote d'une certaine manière. Entendre par là qu'alternativement le détective le voit et ne le voit pas. Par contre, les cadavres des moineaux se détachent bien sur la masse grise informe qui constitue désormais l'essentiel du décor pour Bobby. Le détective dès lors remarque que d'autres éléments très discrets se détachent de la sorte qu'il ne pouvait pas voir auparavant du fait de la distance. C'est le cas par exemple d'une petite flaque d'eau de pluie, mais aussi d'un morceau de tissu qui dépasse d'une poubelle, dont le contenu exact est indécis. Il y a parfois bien plus, d'autres fois seulement cette pièce, probablement la manche d'une chemise déchirée. Ce n'est pas seulement visuel. Bobby peut toucher ces éléments qui ressortent. Il tente aussi de toucher la façade de l'immeuble intermittent et la sent bien, mais à cet égard aussi, la sensation est en fait variable, plus molle, plus indécise. Tantôt l'immeuble est bien là, tantôt c'est comme s'il n'y était plus totalement. Bobby s'approche alors de la poubelle et s'empare, normalement, du morceau de tissu. Pour le reste, il sent qu'il y a ou qu'il doit y avoir autre chose, mais il ne peut pas saisir quoi que ce soit d'autre pour autant. Ces diverses perceptions sont parfois contradictoires, elles ne collent pas. Nouvelle réussite extrême, cette fois sur un jet de chance. Détaillant les environs, perplexe, le détective remarque qu'il y a plusieurs clochards par ici, et, chose singulière, ou plutôt un autre témoignage de ce que ses sens fluctuent, ils sont le plus souvent très distincts, comme les autres éléments ressortant sur le décor uniforme de masses grisâtres et mobiles, mais ils sont parfois davantage flous, et c'est seulement dans ce dernier cas, paradoxalement, que le détective remarque qu'ils arborent tous les taches d'ombre associées à la noire démence. Ils perdent toute trace de cette infection quand ils redeviennent bien distincts, mais Bobby alterne toujours entre les deux visions selon un rythme totalement aléatoire. Le détective est stupéfait par tout ce à quoi il assiste, mais il parvient pourtant à conserver un calme olympien. Il comprend qu'il y aura moyen de tirer parti de toutes ces expériences, à condition de bien en peser toutes les implications. Et pour cela, il lui faut en parler à d'autres personnes, qui pourront peut-être envisager les choses d'une manière différente. Il est toujours dans le flou en ce qui concerne le temps qui s'est écoulé, mais il prend la direction du manoir Gore avec une certaine résolution. Vendredi 6 septembre 1929, 11h, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Pendant ce temps, Eunice Bessler est restée au manoir de son amant Gordon Gore sur Nob Hill pour y veiller sur Jonathan Colbert, leur invité. Eunice l'a trouvé assez coopératif et ouvert finalement. Elle ne se méfie pas spécialement de lui, mais suppose qu'ils ne peuvent pas se permettre de lui faire confiance à 100%. Jonathan Colbert s'est attardé dans son lit et ne se lève que vers 11h.
très décontracté, il s'offre à un petit déjeuner copieux sous la surveillance amicale de Eunice Bessler. Il la regarde avec un grand sourire un peu carnassier. « Va me falloir te peindre, la petite. » C'était convenu. L'actrice y était d'abord très hostile, mais elle s'est laissée convaincre au fur et à mesure que l'attitude du peintre se faisait plus conciliante. « Très bien, monsieur Colbert, mais habillé. »« Ok. » Jonathan Colbert sait que Gordon Gore peint à 16 heures et demande à Eunice de lui montrer son matériel. Entendu. Mais ne touchez à rien. Le peintre fait la moue. Il va falloir que je touche si je dois peindre. Eunice n'est visiblement pas très à l'aise dans son rôle de gardienne. Le matériel de Gordon Gore est jugé d'une qualité douteuse par le jeune peintre. Plus exactement, ça coûte cher, mais ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux, et il ne s'attendait à vrai dire pas à autre chose. Jonathan Colbert rassemble ce dont il a besoin et se tourne vers son hôtesse et modèle. Habillé, donc, c'est un peu dommage. L'histoire de l'art compte bon nombre de nus admirables, bien assez pour qu'on ne s'en offusque pas. T'as vraiment du genre à faire dans la moraline, la petite ? Sans hésitation, avec de la voix. Oui, oui, monsieur Colbert. Le peintre semble réfléchir un moment, puis, maladresse sur un jet de chance de Eunice Bessler. Ça y est. Ah mais oui. Ah d'accord. C'était toi, hein, dans ce navet-là, Two Guns Billy and the Lonely Girl of the Plains, c'est ça ? Oui. Eunice Bessler a bien joué dans ce très très mauvais western à l'eau de rose. Oui, et votre opinion, vous pouvez vous la mettre où je pense. J'ai beaucoup aimé tourner ce film, et ce fut une expérience très enrichissante, croyez-moi. Ouais, effectivement, j'espère que t'as palpé un peu parce que c'était vraiment de la merde, hein. En même temps, dans ce film, t'étais vraiment pas farouche, hein, la petite. Vous apprendrez, monsieur Colbert, qu'il y a des choses que l'on peut faire devant une caméra que l'on ne ferait pas devant des inconnus. Oh, j'en doute pas, la petite. Ça marche aussi avec les appareils photo, d'ailleurs. Eunice coupe court aux grivoiseries narquoises. Dites-moi plutôt où vous voulez me peindre. Dans le salon ? Jonathan Colbert ne sait pas, il ne connaît pas assez la maison. Puis, quel endroit ferait particulièrement enrager monsieur Gore ? Eunice, cette fois, joue le jeu avec un sourire de connivence. Gordon accorde une grande valeur à sa cave à vin. L'idée plaît bien au peintre, il pourra jouer avec l'éclairage, et déboucher une bouteille ou deux. Ils s'y rendent. Colbert félicite Eunice pour cette bonne idée. Je ne pensais pas que quelqu'un qui joue dans d'aussi mauvais films pourrait faire preuve de sensibilité artistique. Il s'installe, et le peintre change de ton, tandis qu'il prépare son matériel. Eh bien, Eunice, je peux t'appeler Eunice, hein ? Non, mademoiselle Bessler. Bon, mademoiselle Bessler, je voulais simplement discuter de choses un peu plus sérieuses. Le ton employé par Jonathan Colbert est en effet tout autre. Hier soir, ils avaient parlé de ce qui était arrivé à ses filles. Il était trop en colère pour rebondir là-dessus. Mais de quoi parlait-il au juste ? Il n'en a absolument aucune idée. Il a arrêté de fréquenter ses filles, et c'est tout en ce qui le concerne. Les malheurs qui leur seraient arrivés, cette histoire de maladie, de taches noires, il n'y comprend rien. Lui-même n'est pas malade en tout cas, mais Eunice lui parle de l'état de ses filles, changées après coup, comme absentes de ce monde, le corps couvert de taches étranges. Elles étaient méconnaissables, et c'était très inquiétant. Mais l'étonnement, l'incompréhension même de Jonathan Colbert ne font pas de doute aux yeux de Eunice. Il est parfaitement sincère à tout point de vue. Mais elle lui demande alors, tout ça le laisse froid, qu'elle soit dans cet état catatonique. Je n'ai rien vu de tout ça. Ça devrait me faire quelque chose ? Peut-être, si je les voyais. Mais je ne vois pas le rapport avec moi, en fait. J'ai beaucoup de défauts, mademoiselle Bessler, je ne te l'apprends pas. Je suis sans doute très égocentrique, je l'admets. J'en ai pris conscience et appris à faire avec. Ça fausse peut-être mes perceptions. Mais non, je ne vois pas le rapport avec moi. Et visiblement, il devrait y avoir un rapport avec moi. Eunice est un peu agacée. Ces filles, tout ça leur est arrivé juste après qu'elles l'ont fréquenté. Bien sûr qu'il y a un rapport avec lui. Peut-être n'est-il effectivement pas conscient de sa responsabilité, mais le peintre, tout en travaillant, et en donnant des indications à son modèle, et en ne jouant plus vraiment la carte de la grivoiserie, même s'il a sans doute dans l'idée de faire adopter à l'actrice une posture juste un peu coquine, et Eunice joue le jeu, le peintre donc poursuit. Justement, votre copine, là, la vieille avec une canne, Madame Sutton, ouais, elle avait parlé des Indiens, ce genre de truc. Ça m'a surpris, parce que je voyais encore moins le rapport. Qu'est-ce que mon goût, ma peur des Indiens vient faire dans tout ça ? À vrai dire, Eunice n'est pas la plus à même de l'éclairer à ce sujet. Peut-être que de la peindre aura un certain effet. Elle est consentante, même s'il s'agit de faire le cobaye. La vie est courte, il faut l'enrichir de toutes les expériences. Colbert est on ne peut plus d'accord. Mais il se concentre dès lors sur son travail,
pour un résultat honnête, sans être exceptionnel. Vendredi 6 septembre 1929, 14 heures, collection Zébulon Phare, Mount Tamalpais and Muir Woods. Veronica Sutton et Trevor Pierce sont à la collection Zébulon Phare, quelque part sur les flancs du mont Tamalpais. Ils parcourent le Necronomicon avec l'assistance du professeur Harold Colbert, qui se montre d'une extrême gravité. Cette lecture ne le laisse pas indifférent, même si, à l'observer, il ne fait aucun doute qu'il a beaucoup étudié le livre de l'arabe dément, Abdul al-Azred. Mais Trevor revient sur le sort permettant l'invocation des fantômes qui marchent, que le professeur disait avoir appris dans le livre de Pedro Maldonado, Mythe des chamans du Grizzly Rumsen. Qu'est-ce que ça a donné ? Monsieur Pierce, j'ai dit que j'avais appris ce sortilège, pas que je l'avais lancé. Mais, ayant recoupé les sources, je pense qu'il fonctionne. De même pour celui permettant d'invoquer l'esprit de Pebble Hill, mais celui-ci je ne m'y risquerai jamais. Mais Trevor parlait d'un univers différent, parallèle. Concernant les fantômes qui marchent, oui, on peut sans doute présenter les choses ainsi, même si leur fonction est justement de vagabonder entre les mondes. Mais, concernant Yog-Sothoth, si c'est bien de Yog-Sothoth qu'il s'agit, c'est plus compliqué que cela. Le tout en un et un en tout n'est pas une entité résidant dans un autre espace, un autre temps. Il est l'espace et il est le temps. L'idée de l'invoquer n'en est que plus problématique. Il est lui-même le monde, dans toutes ses potentialités. Trevor a du mal à croire que le professeur Colbert n'ait de tout cela qu'une connaissance livresque. C'est pourtant le cas. Je suis un vieil universitaire, pas un de ces sorciers. J'ai pu en fréquenter, de plus ou moins avancés dans ses études occultes. Les théosophes sont le plus souvent risibles, la Golden Dawn, à peu près autant pour l'essentiel. Il y a des individus plus étranges comme ce monsieur Crowley et les plus compétents de ses disciples. Je m'en méfie, à vrai dire. Parce que je sais que certains de ces pouvoirs, et notamment ceux que je vous ai rapportés, sont parfaitement authentiques. Mais oui, ma culture est essentiellement livresque. Avec une exception, ce symbole des anciens que j'ai beaucoup étudié. Mais justement parce qu'il n'a pas pour objet d'invoquer telle ou telle entité, avec en tête la folie de prétendre conclure un de ces pactes méphistophéliques auxquels on associe le plus souvent la magie. Bien au contraire, il a pour fonction de s'en prémunir, de s'en protéger. Ceci, je n'ai pas fait que l'étudier, je l'ai pratiqué. Mais, ainsi que je vous l'avais dit, du fait de l'essence même de Yog-Sothoth, clé et porte, ce signe ne sera d'aucune utilité à son égard. On ne l'empêche pas de passer, il est déjà partout, car il est littéralement le partout. C'est différent concernant les vagabonds dimensionnels. Eux, on peut les empêcher de passer tel ou tel seuil, disons. Veronica Sutton demande au professeur Harold Colbert si son fils Jonathan avait connaissance de semblables textes et sortilèges. Mais il ne le pense pas. Oh, certes, il a amplement eu l'occasion depuis son enfance de jeter un œil au contenu de sa bibliothèque, mais le professeur ne pense pas qu'il s'y intéressait plus que ça. Je me trompe peut-être, puisqu'il a su emprunter le livre de Maldonado. Mais rien au-delà. Cependant, c'est un problème dont il aimerait discuter avec les investigateurs. Ils disent avoir retrouvé son fils, mais que l'accès à la collection Zébulon Phare demeurait nécessaire. Il semble bien établir un lien entre tout cela, impliquer son fils dans ses affaires occultes. C'est qu'ils ne lui ont pas tout dit, et il serait temps qu'ils le fassent. Veronica s'exécute. À l'origine, il s'agissait de simples soupçons, mais Jonathan Colbert semble bien se trouver au centre de toutes ces manifestations étranges et maléfiques, la noire démence au premier chef. Et il y a ces tableaux très étranges que le professeur Colbert n'a jamais vus, rien depuis que Johnny a quitté l'appartement familial. Veronica, qui n'a pas vu ces tableaux, fait un signe de tête à Trevor Pierce. Lui, il les a vus. Et il a vu aussi le signe que lui a adressé Veronica. Au stade où il en est de la noire démence, cela n'a plus rien d'évident. Quoi qu'il en soit, Trevor Pierce confirme les propos de Veronica Sutton et rapporte aussi les faits malsains du portrait du vieux chaman indien, confirmé par la galeriste qu'il a brièvement exposé, Madame Irena Kreniak. Le journaliste précise même qu'en raison de cet effet, Gordon Gore a renoncé à acquérir ce tableau. Quel effet demande le professeur Colbert. Il lui faut en savoir davantage. Trevor décrit le tableau avec précision. L'Indien revêtu d'une peau de grizzly, ses sphères en mouvement. Son propre discours fait s'interrompre le journaliste. Il a acquis récemment une expérience bien particulière de ces formes étranges et mobiles. Harold Colbert perçoit bien ce trouble, mais le journaliste a encore suffisamment conscience de ce qui se passe autour de lui pour détourner tout soupçon. Il renvoie simplement aux évocations figurant dans les différents textes qu'ils ont parcourus ici même et qui semblent correspondre. Quoi qu'il en soit, pareil tableau n'avait rien d'habituel. D'une certaine manière, c'est comme s'il venait d'un autre monde. Et, très soudainement, le journaliste s'agace. Il est de plus en plus sensible à pareille saute d'humeur. Vous savez très bien à quoi je fais allusion, ne jouez pas au plus malin.
Colbert est très surpris par ce brusque changement de ton. Véronica le perçoit bien, non sans une certaine gêne. L'état de son camarade se dégrade à vue d'œil, pour qui sait voir. La psychiatre cherche à calmer le journaliste, mais celui-ci, toujours assez brusque, lâche enfin. « Il n'a qu'à venir le voir, ce tableau. Il verra bien de quoi on parle. » Et Véronica suppose que ça pourrait être une bonne idée, et le professeur Colbert aussi. Il va les accompagner à la Russian Gallery. Toutefois, avant de quitter la collection Zébulon Phare, il faut régler la question des sortilèges. Véronica Sutton s'avoue troublée par les révélations figurant dans ces divers livres, mais elle croit le professeur Colbert quand il les assure de l'efficacité de ces rites. Ce savoir pourrait s'avérer utile, et elle a conscience des risques que cela implique. Toutefois, c'est bien l'invocation de l'esprit de Pebble Hill qui l'intéresse. Un rituel qui demande du temps, l'investissement de plusieurs personnes. Le professeur est surpris et inquiété par cette requête, après toutes ces mises en garde. Trevor Pierce aussi, à vrai dire, qui, lui, est bien plus intéressé par le sortilège permettant d'appeler et de contrôler les fantômes qui marchent. Harold Colbert a cependant promis de les aider dans cette affaire et entreprend d'enseigner à ses deux interlocuteurs les savoirs impies qui les intéressent. L'expérience s'avère très perturbante pour Véronica, qui cumule les pertes importantes de San depuis qu'elle est arrivée à la collection Zébulon Phare. Mais Trevor aussi est affecté, d'où ses sautes d'humeur. Toutefois, le concernant, la noire démence est bien autrement préoccupante à cet égard, et pour l'heure, même s'il est engagé sur une pente fatale, le journaliste bénéficie de son étonnante force de caractère, qui le protège encore, pour un temps. Vendredi 6 septembre 1929, 14h30, rue du Tenderloin, San Francisco. Gordon Gore et Zheng Zhu ont achevé leur tournée des victimes du chantage exercé par Jonathan Colbert et Andy Mackenzie. Mais l'état du domestique se dégrade à vue d'œil, ce qui préoccupe énormément le dilettante. C'est bien sûr lui qui conduit à ce stade. Il propose enfin à son employé, avant de rentrer au manoir Gore sur Nob Hill, de faire un détour par le Tenderloin, qui en est relativement proche. Zheng Zhu accepte. Gore roule lentement, jaugeant les réactions du domestique. Celui-ci, comme Bobby Traven avant lui, ressent bien qu'il y a ici un degré supplémentaire de stabilité. Mais c'est moins franc. C'est surtout que le domestique est moins serein que le détective. Il a le sentiment d'être plongé dans un chaos permanent qui rend l'expérience moins édifiante, outre qu'il a appris certaines choses très inquiétantes à l'origine de sa condition. Rien de plus dès lors, ses pensées sont trop confuses. Et expliquer à Gordon ce qu'il ressent est plus compliqué encore. Le dilettante, un peu déçu, admet que l'expérience n'est pas concluante, ce qu'il garde cependant pour lui. Il retourne au manoir Gore. Vendredi 6 septembre 1929, 15h, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Gordon Gore et Zheng Zhu ne tardent guère à arriver à destination. Le dilettante n'était vraiment pas ravi à l'idée de laisser sa maîtresse Eunice Bessler en compagnie de ce goujat de Jonathan Colbert, mais celle-ci se porte très bien. Quand le dilettante et le domestique se garent devant la demeure, elle est en train de critiquer le portrait que vient de réaliser le jeune peintre. « C'est intéressant, monsieur Colbert. » Elle ne pouvait probablement pas livrer opinion plus cruelle, mais c'est qu'elle est bien entrée dans le jeu de Johnny, ce qui amuse ce dernier. Les vêtements sans doute. Peindre des corps nus est beaucoup plus intéressant et gratifiant. Plus tard peut-être. On sonne à la porte. Le peintre a encore le temps de chuchoter que tout est négociable. Eunice guide aussitôt son amant sceptique devant le tableau. Il fait la moue, le jeune homme a fait bien plus intéressant. Avec un grand sourire. « Il n'a pas su rendre hommage à votre beauté, ma chère Eunice. »« Manque d'implication, » explique Colbert. Mais on sonne à nouveau à la porte. C'est Bobby Traven. Et cela faisait quelque temps que les autres ne l'avaient pas vu. Il apparaît bientôt à son comportement confus qu'il est lui aussi affecté par la noire démence, et il ne le nie pas. Gordon Gore lui explique que c'est également le cas de Zheng Zhu, ce dont le détective se doutait. Par ailleurs, ils se voient très bien mutuellement, là où le domestique a de plus en plus de mal à distinguer quoi que ce soit de notre monde, Bobby étant encore à un stade un peu moins avancé. C'est aussi le cas de Trevor Pierce, qui est absent, et le concernant, Bobby n'en avait pas la moindre idée. Le détective, de manière très professionnelle, fait le récit de tout ce qu'il a pu constater dans le Tenderloin, plus stable que tout autre endroit de la ville pour ce qu'il en sait, avec tout de même de sérieux bémols. L'histoire du vol de moineaux tout particulièrement en témoigne. Il rapporte aussi ses perceptions présentes, notamment le fait qu'il distingue beaucoup mieux Zheng Zhu que toutes les autres personnes dans l'assistance, lesquelles tendent de plus en plus à devenir de simples ombres très fugaces. Bobby Traven constate par ailleurs que le morceau de tissu qu'il avait ramassé dans une poubelle du Tenderloin demeure parfaitement visible à ses yeux maintenant qu'il a quitté le quartier. Il le montre à ses interlocuteurs. Zheng Zhu aussi le distingue parfaitement, les autres également en fait, mais pour eux ce n'est que le très vulgaire et très sale reliquat d'une manche de chemise, tout à fait banal. Gordon Gore suppose que cette pièce de tissu, à l'instar du détective et du domestique, est à la fois dans les deux mondes.
Peut-être est-ce le cas d'autres choses encore. Par exemple dans les endroits que Jonathan Colbert et Andy Mackenzie ont fréquentés, ou d'autres comme Zheng Zhu. Ils auraient pu contaminer ces objets en les touchant. Mais le dilettante a perdu le détective ici. Un monde parallèle? Qu'est-ce que c'est? Bobby en avait pourtant l'intuition, ses faits et gestes l'ont montré, mais formaliser ainsi la question, Gordon rapporte leur découverte, et notamment celle de Veronica Sutton, à partir de ses entretiens d'ordre psychiatrique avec le docteur Adley Barrow, et ceux d'ordre anthropologique avec le professeur Charles Smith. Bien sûr, cela restait très théorique. Les derniers développements les plus concrets sont encore inconnus de Gordon Gore, puisqu'ils proviennent du travail de Veronica Sutton, Trevor Pierce et Harold Colbert à la collection Zébulon Phare, dont ils ne sont pas encore revenus. Quoi qu'il en soit, certaines choses sont spécialement visibles pour les malades, qui n'ont rien de particulier pour les autres. Gordon Gore encourage ses amis à ouvrir les yeux et, tant que c'est encore possible, à les informer de ce qu'ils perçoivent. Un petit tour de la propriété, les endroits fréquentés par les malades, ne révèle cependant aucun objet qui suscite ce genre de réaction. Mais Jonathan Colbert, qui a assisté à ces échanges en se faisant tout petit, même s'il avait commencé par lancer quelques sarcasmes à l'encontre de Gordon Gore, il a vite changé de comportement en constatant le profond sérieux de l'assistance. Jonathan Colbert donc est des plus perplexes. Il ne comprend rien à ce dont les autres parlent, mais il perçoit sans doute quelque chose d'inquiétant, et son comportement laisse supposer, à Eunice Bessler tout particulièrement, qu'il entrevoit la possibilité qu'il ait une certaine responsabilité dans tout ça, même sans comprendre de quoi il s'agit au juste. Gordon aussi le perçoit, et invite le peintre à s'exprimer. Il ne comprend rien à cette histoire de fou, mais s'il y a un lien avec lui, et avec ses filles... Le peintre patine, visiblement mal à l'aise. Gordon l'encourage à poursuivre. Il voit bien ce qu'il en est, il ne s'agit pas de l'accuser de quoi que ce soit, mais de guérir des malades. Jonathan Colbert acquiesce, l'air grave. Quand ils ont parlé de ces petits objets, peut-être que Clarice Whitman était bel et bien affectée, elle aussi. Vous savez, quand elle m'accusait de voler des trucs. Moi, j'étais persuadé que c'était elle qui les faisait disparaître pour me faire une scène. Mais je me demande, peut-être qu'elle était déjà... et qu'elle faisait passer ces objets ailleurs, sans même s'en rendre compte. Et il fixe alors Bobby Traven. Où est passé le morceau de tissu que vous aviez en main, monsieur? Tous se tournent d'un même mouvement vers le détective, lequel voit bien qu'il a toujours le morceau de tissu en main, et Zheng Zhu le voit aussi, mais aucun des autres. Le détective étonné lève la main pour montrer qu'il le tient toujours, mais les autres ne voient que sa main vide. Le silence s'éternise, puis le peintre reprend. Tu vois, c'était une brosse à cheveux, puis une boucle d'oreille, même un verre d'eau. Tous les objets que le détective touche disparaissent-ils de la sorte? Gordon se lève brusquement. Une expérience, qu'il fume ce cigare. Bobby accepte volontiers, et comme de juste, rien de spécial ne se produit, si ce n'est que le détective n'a jamais fumé un aussi bon cigare. Gordon a l'air déçu, amer même. Eh bien, profitez-en, puisque c'est ça. Eunice avance que cela ne fonctionne peut-être que pour les objets ayant un caractère personnel. Une brosse à cheveux, une boucle d'oreille... Cela ne tient pas. Le morceau de tissu déniché par Bobby dans une poubelle n'avait assurément rien de personnel. Eunice ne désarme pas. Mais c'était une manche de chemise, quelque chose qui va près du corps, comme la brosse, comme la boucle. Mais Jonathan Colbert a aussi parlé d'un simple verre d'eau, sans rien de particulier. Vendredi 6 septembre 1929, 16h30, San Francisco Ferry Building, Embarcadero, San Francisco. Veronica Sutton, Trevor Pierce et le professeur Harold Colbert ne se sont pas davantage attardés à la collection Zébulon Phare. Randolph Coutts les a raccompagnés en voiture à la gare, après quoi ils ont gagné le ferry, traversé le Golden Gate et, de l'Embarcadero, vont rejoindre le quartier bohème de North Beach, où se trouve la Russian Gallery. Mais le journaliste, qui s'y était déjà rendu avec Gordon Gore, a fait remarquer lors de la traversée que, sans même parler de sa condition actuelle, les effets de sa désorientation sont de plus en plus visibles de ses camarades, le bateau constitue une épreuve terrible, très déstabilisante. Leur employeur serait de toute façon un bien meilleur interlocuteur que quiconque d'entre eux face à la galeriste Irena Kreniak. Après tout, c'est lui qui a l'argent et qui a acheté toutes ces toiles. Un peu hésitante d'abord, craignant que le professeur Colbert en profite pour tirer les vers du nez aux dilettantes concernant son fils Jonathan, la psychiatre s'est finalement rendue aux raisons du journaliste, et elle a téléphoné au manoir Gore en arrivant à l'Embarcadero. Elle a eu un peu de mal à s'expliquer, cherchant ses mots et semblant oublier ce qu'elle était au juste en train de faire, jusqu'aux raisons de son appel, à vrai dire. Mais quoi qu'il en soit, Gordon Gore va les rejoindre à la galerie. Il laisse les autres chez lui, avec Jonathan Colbert. Vendredi 6 septembre 1929, 16h30, Russian Gallery, 408 Francisco Street, North Beach, San Francisco.
En fait, Gordon Gore arrive même un peu en avance, et sans plus attendre pénètre dans la galerie, où Irena Kreniak l'accueille à bras ouverts. Après avoir échangé quelques banalités, le dilettante demande à la propriétaire de la Russian Gallery si personne n'est venu depuis la dernière fois pour voir cet étrange tableau de Jonathan Colbert figurant un vieil indien. Les 16 toiles de nu ont bien été livrées, merci. Mais non, personne ne l'a vu. Il est resté dans la réserve, à sa place, et elle n'en a parlé à personne. Son client aurait-il changé d'avis? Souhaiterait-il l'acheter également? C'est peut-être le cas, oui. La galeriste conduit le dilettante dans la réserve, devant le tableau. Gordon Gore se perd à nouveau dans la contemplation de cet étrange portrait. Il sent qu'il y a quelque chose d'anormal, à même de susciter le malaise. Mais est-ce parce qu'il en a vu d'autres dans l'appartement de Jonathan Colbert et Andy Mackenzie? Il a toutefois le sentiment de mieux résister à cette étrange attirance. Ça ne le laisse pas indifférent pour autant. Toutefois, il peut ainsi examiner plus sereinement la toile, et sa très grande valeur, au-delà, ne fait aucun doute à ses yeux. Irena Kreniak en est elle aussi consciente, à l'évidence. M. Gore comprendra sans doute que ce tableau exceptionnel sera un peu plus coûteux que les autres. Ce n'est à l'évidence pas un problème pour le dilettante. La galeriste avance le prix de 100 $. Gordon s'y connaît et ça les vaut. Elle précise aussi que Jonathan Colbert, quand il aura de nouveau donné signe de vie, ne manquera pas de louer le bon goût autant que la générosité de M. Gore. Avec sa désinvolture habituelle, le dilettante sort son portefeuille, qui contient cette somme invraisemblable et même bien plus encore. À en juger par l'air ravi et stupéfait autant qu'intimidé d'une certaine manière de la galeriste, il apparaît clairement qu'elle ne conclut pas ce genre de transaction tous les jours. Et Gordon, sur un air de confidence, ajoute qu'il se pourrait que Jonathan Colbert soit retrouvé sous peu. En tant que mécène, il entend œuvrer à la réhabilitation du jeune peintre, et soit y associer Irena Kreniak et la Russian Gallery. La galeriste est bouche bée. Mais le carillon de l'entrée se fait entendre, elle prie Gordon Gore de bien vouloir l'excuser un bref instant, il lui faut accueillir ses clients. Et elle se rend, de son pas un peu traînant, dans la salle d'exposition principale. Les nouveaux venus sont bien sûr Veronica Sutton, Trevor Pierce et Harold Colbert. De lui-même, Gordon Gore les a rejoints depuis la réserve, devançant même Irena Kreniak. Celle-ci reconnaît Trevor, qu'elle appelle par son nom, mais il ne l'entend pas. Au bout de quelques secondes un peu gênantes, cependant, il la voit, qui lui tend la main, et réagit donc avec un temps de retard, d'une main molle. La galeriste ne s'y arrête pas et suppose que Gordon Gore connaît également ces deux autres personnes. C'est bien le cas, il fait les présentations. Madame Veronica Sutton et Monsieur Harold Colbert. Irena Kreniak est interrompue dans son élan, et le dilettante confirme à son regard interloqué qu'il s'agit bien du père de Jonathan Colbert. Très souriante, Madame Kreniak se dit enchantée et félicite le professeur. Son fils a un immense talent. Le dilettante, qui ne tient pas à ce que ces échanges s'éternisent, mentionne aussitôt qu'il a fait l'acquisition d'un dernier tableau du jeune homme, qu'il le suive dans la réserve pour y jeter un œil avant qu'il ne soit emballé. Il se comporte un peu comme en pays conquis, mais la propriétaire ne va certainement pas lui faire le moindre reproche. Et tout le monde de se rendre dans la réserve, y compris le professeur Colbert, qui a tout de même l'air un peu indécis, et Trevor, qui est visiblement dans le vague. Or, Gordon Gore fait bien attention à la réaction du professeur Harold Colbert quand il voit le tableau, mais aussi à celle de Trevor Pierce, lequel ressent à nouveau l'effet d'aspiration, mais plus fort que jamais, car le tableau avec ses sphères mouvantes se fond parfaitement dans la masse grisâtre et fluctuante dans laquelle s'enfonce le journaliste de manière générale. Il a en fait la sensation que ce n'est pas tant lui-même qui est attiré à l'intérieur du tableau, mais le monde entier. Le fait de distinguer parfaitement le vieil indien n'est pas non plus pour le rassurer. Quant à Harold Colbert, même s'il garde pour l'essentiel sa contenance, Gordon constate qu'il se fige. Mais son comportement ne traduit pas le même abandon inquiétant que Trevor, et il demeure, semble-t-il, parfaitement lucide. Veronica Sutton, toutefois, n'avait elle non plus jamais vu semblable tableau auparavant, et son esprit déjà chamboulé par les expériences et les révélations à la collection Zébulon Phare semble presque sur le point de s'effondrer. La psychiatre, est-ce un réflexe défensif, ne sait subitement plus du tout où elle se trouve, ce qu'elle y fait et qui sont ces personnes autour d'elle, notamment cet homme assez âgé qui la regarde en haussant le sourcil. Or il semble comprendre ce qui l'affecte, et en détachant bien les mots d'une voix impérieuse, « Madame Sutton, je crois qu'il faudrait que nous discutions. » Et visiblement pas devant Irena Kreniak. Gordon Gore comprend à son tour ce qui se produit et joue le jeu. Il va falloir emballer ce tableau, après quoi ils raccompagneront le professeur chez lui. Tandis que Veronica se reprend peu à peu, Gordon, qui n'osait pas envisager cette hypothèse auparavant, « À moins que vous ne préfériez nous suivre chez moi ?» où se trouve son fils Jonathan. Mais Trevor Pierce est dans de toute autre disposition. « Vous n'avez pas vraiment vu le tableau, hein? Vous tous. Vous ne l'avez pas vu comme moi je l'ai vu. Il faut voir le tableau, vraiment le voir, comme moi. Il faut voir les sphères sortir. »
Gordon Gore prend le journaliste par le bras. Nous en parlerons au manoir. Et il quitte la réserve en entraînant également Veronica Sutton, presque aussi perdue que le journaliste, mais par nature bien moins démonstrative, ainsi que Harold Colbert qui a pris sa décision, il va les suivre. Irena Kreniak, intantine et décontenancée, reste seule dans la réserve à emballer le tableau de Jonathan Colbert. Le temps qu'elle achève sa tâche, ses clients se reprennent petit à petit. Mais Veronica, l'air affolée, ne cesse de demander l'heure aux dilettantes. Elle a oublié sa montre et... il fallait qu'elle fasse quelque chose... Mais quoi? Ah oui, oui, nourrir ses chats. C'est bien l'heure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelle heure est-il? Etc. Gordon fait de son mieux pour lui répondre et la calmer. La galeriste sort de la réserve avec le tableau emballé et il quitte enfin les lieux sur d'ultime politesse de la part du dilettante, à l'adresse d'une Irena Kreniak parfaitement stupéfaite par ses comportements très inattendus. Quant à Gordon, il ne manque pas de noter que Madame Sutton, à son tour, semble perdue. Vendredi 6 septembre 1929, 17h30, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Eunice Bessler était restée au Manoir Gore en compagnie de Zheng Zhu, Bobby Traven et Jonathan Colbert. Elle les a tous surveillés attentivement. L'état du domestique était particulièrement préoccupant et il semblait ne plus avoir aucune prise sur la réalité. Bobby bien davantage. Colbert, par ailleurs, était visiblement affecté par leur discussion. Il ne faisait plus montre de la même nonchalance narquoise et fumait cigarette sur cigarette. Les autres reviennent de la Russian Gallery, mais Gordon Gore demande au professeur Harold Colbert de bien vouloir patienter un peu devant la porte avant de le suivre à l'intérieur du manoir. Le dilettante pénètre donc seul dans la résidence et se rend aussitôt auprès de Jonathan Colbert, lui expliquant qu'ils ont un invité qui pourra les aider dans cette affaire. Il ne dit pas explicitement qu'il s'agit du père du peintre, mais suppose que celui-ci le comprendra de lui-même et saura se préparer à ses retrouvailles. Visiblement, c'est bien le cas. Les traits de Jonathan se font plus durs, colériques même, mais il ne dit rien, se contentant d'allumer une autre cigarette en baissant la tête. Gordon va chercher les autres, et d'abord le professeur Colbert. Il peut maintenant entrer. Harold Colbert, qui lui avait eu le temps de se préparer à ses retrouvailles, s'avance lentement dans le grand salon où se trouve son fils Jonathan, affalé dans un canapé. Le jeune homme relève la tête. L'échange n'est pas des plus chaleureux. Johnny, papa. Puis le silence s'éternise. Harold est visiblement un peu ému tout de même, et s'assied gauchement dans un fauteuil. Il n'ose pas prendre l'initiative de la conversation, et plus généralement, il ne sait pas comment réagir. Au point où il se tourne enfin vers Gordon Gore. Le dilettante explique au peintre qu'il a pris l'initiative d'inviter son père, parce que, comme il a pu le constater, le temps presse. Leurs amis malades sont dans un triste état, et il leur faut agir au plus vite. Pour cela, il faut comprendre ce qui s'est produit, et le professeur Colbert leur sera d'une aide indispensable à cet effet. Jonathan Colbert se lève et approche de la toile empaquetée du vieux chaman indien, se doutant que c'est bien de cela qu'il s'agit. Gordon Gore le rejoint et défait l'emballage, puis pose le portrait sur une commode. Zheng Zhu repère aussitôt ce nouvel élément du décor, mais presque comme une bouée de sauvetage. Il en est affecté, mais n'en a pas spécialement peur. Eunice Bessler, qui n'avait jamais vu le tableau elle non plus, perçoit son caractère hors norme, mais guère plus. L'attitude de Jonathan est complexe. Alors qu'il fixe le tableau, son langage corporel explique aussi bien l'attirance, le dégoût, la peur, la colère. Harold Colbert prend enfin la parole. C'est une des dernières œuvres de Johnny? Oui. Suggérée par ses rêves, à en croire Madame Sutton. Oui. Le professeur soupire. Ça s'était déjà produit, pas avec l'Indien. Il se tourne vers Veronica et lui demande ce qu'elle en pense. Il regarde également Gordon Gore, mais le dilettante se sent trop dépassé pour répondre quoi que ce soit. La psychiatre fait le lien avec les chamans du Grizzly Rumsen, mais au-delà, c'est certain. Le professeur renvoie à la légende évoquée par Pedro Maldonado dans son livre, selon laquelle tous les chamans du Grizzly n'avaient pas été exterminés, mais certains avaient pu partir ailleurs. Ils avaient disparu, non péri, et ils attendaient. Il ne fait aucun doute que le vieil Indien représenté sur cette toile est l'un d'entre eux, et peut-être même le dernier, répond son fils. Harold Colbert acquiesce, ajoutant après un bref silence « Jonathan, il faut que tu saches que ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas coupable. » Le peintre baisse la tête, en colère, et son père reprend. Il reste que ce tableau est un passage. On se sent aspiré par le tableau, j'ai bien vu comment vous y avez réagi, mais c'est un leurre. En fait, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est avant tout ce que représente le tableau, cet autre monde, qui vient dans notre monde. C'est le principe de la magie sympathique en l'espèce. Veronica le comprend, mais que vient faire Jonathan dans tout cela? Eh bien, je suppose que le chaman a identifié Johnny
comme étant un de ces rares individus pouvant lui être utile, et, en le manipulant via ses rêves, il l'a amené à réaliser cette peinture, et d'autres. De temps en temps, le professeur se tourne vers son fils, quêtant son approbation. Le peintre se contente de hocher la tête sans un mot. De la sorte, Johnny a offert au chaman un ancrage, lui permettant de passer dans notre monde. Le professeur Harold Colbert s'interrompt quelque temps. Il lâche un soupir, puis reprend. C'est une chose, mais cela va bien au-delà, même si je ne peux pas prétendre comprendre les intentions de ce chaman. On peut le supposer débordant de haine et de rancœur, toutefois. Mais je crois que c'est ici que se noue le lien avec la noire démence. L'étude statistique dont avait parlé M. Pierce témoigne de la récurrence du phénomène, et je ne serais pas surpris si l'on trouvait, à chacun de ces pics de contamination, un artiste, professionnel ou simplement quelqu'un de doué avec ses mains, qui aurait représenté ce chaman ou un autre, de quelque manière que ce soit, pour en permettre l'accès dans notre réalité. La véritable motivation de ce vagabondage entre les dimensions étant la noire démence. Je suppose que oui, cela relève au moins pour partie de la vengeance, mais peut-être pas seulement. Trevor Pierce a saisi le discours du professeur Colbert, ce qui n'avait rien d'évident dans son état, et lâche sur un ton passablement agressif que le vieux bonhomme est bien pour quelque chose dans tout ça, même s'il se dédouane. Le professeur répond sèchement que c'est possible, qu'ils en ont déjà parlé à la collection Zébulon Phare, et que ce n'est pas le moment. Puis il se tourne vers son fils. « Mais Johnny n'est visiblement pas malade. Tu n'y es pour rien, tu ne pouvais pas le savoir. Mais je crois que tu as fait office de porteur sain. » Ce que Trevor juge encore plus suspect, ainsi qu'il le marmonne. Mais Eunice Bessler coupe Trevor Pierce. « Comment Jonathan Colbert a-t-il été contaminé ?»« Par ses rêves, » répond Harold Colbert. La comédienne s'en doutait, mais c'est qu'elle entend aller plus loin. Et si l'on brûlait ces tableaux, et que l'on empêchait Jonathan de peindre, ne pourrait-on pas enrayer ainsi l'épidémie? Mais le professeur ne le pense pas. Le passage a déjà eu lieu. Le pic actuel de la noire démence, justement, en témoigne. Et quant à ces victimes présentes, c'est trop tard. Le professeur ne pense pas qu'on puisse les sauver, ce qui jette un froid dans l'assistance. Leur seul espoir est d'enrayer l'épidémie pour qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. Trevor, narquois, dit que Harold Colbert n'en sait absolument rien. On devrait quand même tenter de brûler le tableau. Eunice, même si c'est elle qui avait fait cette suggestion, suppose que cela ne reviendrait qu'à brûler l'argent de Gordon Gore. « Et alors, il en a plein !» hurle Trevor. Quant à Jonathan Colbert, brûlez-le si vous voulez. Celui-ci, les autres, tous. Ça ne servira à rien. Je crois que mon père a raison. Je le sens. Veronica Sutton interroge Jonathan Colbert à ce propos. Peut-être cela tient-il à ses souvenirs de ses rêves les plus récents? Le peintre répond qu'il n'avait pas pour habitude avant de se souvenir de ses rêves. Mais il se reprend aussitôt. Si, il y a quelques années, pendant un moment. Mais récemment, c'était tout autre chose. Ce vieil Indien a hanté ses rêves toutes les nuits pendant un certain temps, tout récemment encore. D'où ces autres tableaux dans l'appartement qu'il louait avec ce crétin d'Andy Mackenzie. Mais depuis 2-3 jours environ, plus rien. Il ne savait pas quoi en penser, mais suite aux explications de son père, il croit comprendre maintenant que cela signifiait simplement que le chaman du Grizzly n'avait plus besoin de lui. Gordon Gore intervient. Cela signifierait donc qu'il est passé, et qu'il est autonome? Jonathan Colbert le croit. Mais Harold Colbert l'interrompt. Dans une certaine mesure. Je ne peux jurer de rien, bien sûr. Il a visiblement eu besoin de cette magie sympathique pour venir. On n'a probablement pas besoin pour rester, un peu. Mais cet être s'est exilé depuis des siècles dans un tout autre monde, foncièrement différent. Je ne pense pas qu'il ait totalement coupé les ponts par ailleurs. Il est peut-être lui aussi dans les deux mondes, à sa manière. Sans doute bien plus assuré que celle de ses victimes. Trevor Pierce, toujours aussi narquois. Vous qui connaissez par cœur tout le Necronomicon, vous devez savoir quoi faire, hein? Les attaques du journaliste agacent de plus en plus le professeur Colbert. Je vous ai déjà dit de ne pas prendre ce sujet à la blague. Ça ne me fait pas du tout rire. Mais tout de même, c'est vous l'universitaire. Écoutez enfin. Le problème avec ce type d'ouvrage est qu'on ne les comprend jamais totalement. Parce qu'ils ouvrent des perspectives sur des choses qui nous dépassent. J'ai bel et bien une certaine expérience de ces livres. Ça ne fait pas de moi un puits de science infinie, parfaitement au fait des horreurs que ces entités ou leurs sbires peuvent entreprendre. Mais alors, que faire? À écouter le professeur Colbert, Eunice Bessler a l'impression qu'ils sont totalement désarmés, qu'ils ne peuvent absolument rien tenter. Non. Il est certes trop tard pour empêcher le passage ou pour sauver les victimes déjà contaminées par la noire démence. Trevor Pierce explose. Alors c'est comme ça. Zhengzhou, Bobby et moi, on n'a plus qu'à plier bagages, et tant pis. Mais le domestique, est-ce parce qu'il a perçu dans leur monde l'agitation du journaliste, revient brièvement parmi ses interlocuteurs, demandant poliment mais fermement à Trevor de se calmer.
Une intervention qui stupéfie tout le monde à ce stade. Le silence s'instaure. Puis le professeur Colbert reprend. Si l'on ne reviendra pas sur ce qui s'est déjà produit, donc, il doit pourtant demeurer possible d'empêcher la Noire-Démence de faire davantage de dégâts, présentement et à l'avenir. Se tournant vers Veronica Sutton, il lui rappelle l'extrait de Mythe des chamans du Grizzly Rumsen, dans lequel Pedro Maldonado rapportait que, pour vaincre la malédiction qu'est la Noire-Démence, il fallait pénétrer volontairement dans ce royaume et y trouver la piste menant à la source, qui serait en même temps le chemin du retour. Dire ce que tout cela signifie au juste. Par ailleurs, qui pourrait exiger d'eux qu'ils se lancent dans pareille aventure, qui à tout prendre relève du suicide? Eunice Bessler est stupéfaite par la gravité des propos du professeur. Se tournant vers Veronica, « Il est sérieux, là ?»« Oui, il est parfaitement sérieux. Elle-même l'est tout autant. Vous aussi, Eunice, vous devriez l'être. » La starlette baisse humblement la tête. La psychiatre se retourne vers Harold Colbert. Elle croit comprendre ce qu'il suggère. Mais d'abord, elle veut l'entendre confirmer que Jonathan Colbert ne constitue plus en tant que tel une menace. Elle se méfie de ses sentiments paternels, si elle ne le dit pas. Mais il a l'air parfaitement sincère. Veronica se tourne alors vers le peintre et, sur un ton sévère, « Maintenant que vous êtes conscient de ce qui s'est produit et de votre rôle dans cette affaire, sans doute saurez-vous prendre vos responsabilités pour tenter d'y remédier ?» Le peintre a quelque chose du gamin pris en faute et grondé par la maîtresse. Il a perdu toute son arrogance. Mais il acquiesce. Il ne sait pas ce qu'il faut faire, mais il jure qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à ses filles ou quoi que ce soit d'autre. Par ailleurs, Jonathan Colbert le maintient. Il n'a aucune idée d'où Clarice Whitman peut bien se trouver. Gordon Gore suppose qu'il faut continuer l'enquête dans le Tenderloin, et il est approuvé par le professeur Colbert. Si ce quartier correspond bien à Pebble Hill, cela semble recouper les découvertes de Madame Sutton au Napa State Hospital. Les malades ne peuvent survivre que dans le Tenderloin. Si elles ne s'y trouvent pas, ils ne la trouveront nulle part. Mais Gordon Gore poursuit. Il ne faudrait donc pas seulement enquêter dans les ruelles du Tenderloin. Ceci ne permettrait que de retrouver Clarice Whitman. Mais pour mettre fin à l'épidémie de Noire-Démence, il faudrait donc aller dans cet autre monde. Mais comment faire? Le tableau, si c'était bien un passage? Non. Il a rempli son office et, contrairement aux apparences, son objet était de permettre à quelque chose venant de l'autre côté de passer dans notre monde, pas l'inverse. Mais il y a d'autres moyens. Deux, et tout aussi fous, voire suicidaires l'un que l'autre. Être contaminé par la Noire-Démence, ou faire appel aux fantômes qui marchent. Veronica Sutton se demande toutefois s'il ne serait pas possible également de contrer le chaman et peut-être la maladie via les rêves. L'hypothèse est sensée, mais le professeur Colbert ne sait absolument pas ce que cela pourrait donner, et là encore le chaman est déjà passé par les rêves, il n'en a probablement plus besoin. Le témoignage de Jonathan semble montrer que c'est bien ce qui s'est produit. Eunice Bessler, elle, ne comprend absolument rien à ce dont il parle. Mais dans les films, dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un qui trouve une solution. Silence. Les perspectives sont pour le moins déprimantes, mais Gordon Gore se pose en homme d'action. Le temps presse. Il leur faudra donc retourner dans le Tenderloin, puis trouver comment gagner cet autre monde. Le dilettante espère que le professeur Colbert saura faire tout son possible pour les y aider. Il est le plus compétent en ces matières. Harold Colbert le concède, il ne peut pas se désister à ce stade. Il y a intérêt, maugré Trevor Pierce. Le dilettante pousse son avantage. Le professeur viendra avec eux. Humblement, Colbert acquiesce. Trevor Pierce s'en félicite, moqueur. Mais que faire pour les couteaux de métal pur? Tout le monde le regarde, l'air éberlué. Mais il explique que ces artefacts étaient mentionnés par Pedro Maldonado dans Mythe des chamans du Grizzly Rumsen. Ayant étudié le sortilège d'invocation des fantômes qui marchent avec le professeur Colbert, il sait que ce sont des objets indispensables à l'exécution du rituel. Trevor a enchaîné les réussites exceptionnelles à des jets d'intelligence et de pouvoir. Sa compréhension du rituel d'invocation est absolument remarquable pour un novice en la matière, mais lui-même n'en est en rien surpris. Ce n'est pas seulement qu'il comprend ce qu'il faut faire, c'est aussi qu'il sait être en mesure de le faire, avec une force de conviction débordante. Le professeur confirme ses dires, de tels objets sont requis. Pour quelle raison exactement? Nous n'en savons rien, et c'est bien pourquoi nous parlons de magie, même si c'est probablement une solution de facilité. Les chamans du Grizzly Rumsen utilisaient des couteaux de cuivre plus précisément. Le professeur devrait pouvoir en trouver, ou des équivalents tout aussi utiles, via ses contacts ou, au pire, la collection Zébulon Phare, qui contient de nombreux artefacts, pas seulement des livres. Il fait donc agir au plus tôt. Dès que possible, ils retourneront dans le Tenderloin, en quête de Clarice Whitman. Après quoi, tout indique que Zheng Zhu, Bobby Traven et, malgré qu'il en est Trevor Pierce, se retrouveront très vite dans la situation des clochards du quartier, totalement perdus entre deux mondes. Il
Il faudra donc pour les autres trouver comment passer dans l'autre monde, sans doute en recourant au fantôme qui marche, et avec l'assistance du professeur Harold Colbert, lequel va rassembler d'ici là les artefacts et connaissances utiles pour la réalisation du rituel. Le ton très définitif de Gordon Gore ne change pas forcément grand-chose au sentiment général, tout cela est très mal engagé. Et Veronica Sutton, une fois cette décision prise, retourne à son cabinet à la lisière de Fisherman's Wharf. Elle nourrit ses chats. Pour la dernière fois, elle rédige un testament ainsi qu'une lettre à destination de la concierge afin qu'elle s'occupe de ses félins adorés au cas où il lui arriverait malheur. À vrai dire, Gordon, retiré dans son bureau, fait exactement la même chose. Eunice Bessler, seule, semble conserver le sourire. En façade, du moins. À suivre.